On dit toujours l'Allemagne a beaucoup plus de tissu économique, encore beaucoup plus de TPE qui exportent, qui produisent, qui construisent. Mais la France est beaucoup plus digitalisée que l'Allemagne. Le e-commerce français est pratiquement à la taille du e-commerce allemand. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, la France innove. La France exporte, mais pas nécessairement des machines robots ou enfin des machines-outils ou des pièces détachées, mais des produits de mode, de luxe ou pas, des services aussi qui sont digitaux. On a quand même l'un des leaders européens en web hosting, OVH. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Doers aujourd'hui. Alors que la consommation des ménages en France traverse une période contrastée, nous nous penchons sur la manière dont les entreprises, et en particulier les TPE et PME, s'adaptent aux défis économiques. Le contexte actuel marqué par une crise de l'inflation et une croissance économique pour le moins modérée pose de nombreux défis pour les commerçants. Ils doivent en effet composer avec des consommateurs plus attentifs à leurs dépenses tout en maintenant leur attractivité dans un marché de plus en plus digitalisé. Pour discuter de ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Barrel, directeur général de PayPal France. Avant de découvrir son parcours et son expertise, quelques mots pour rappeler brièvement ce qu'est PayPal aujourd'hui. Créée en 1998, cette solution technologique s'est clairement imposée comme l'un des leaders mondiaux des paiements en ligne, avec la promesse de la sécurité et de la simplicité dans les transactions numériques. Avec plus de 430 millions de comptes actifs à travers le monde, l'entreprise joue un rôle central dans le commerce en ligne et facilite les paiements pour les particuliers comme pour les professionnels. Bref, PayPal est un acteur incontournable et avec Francis, nous allons organiser notre conversation en 3 axes principaux. Nous commencerons par une analyse macro du marché et de la consommation en France afin de bien comprendre les dynamiques qui impactent aujourd'hui les comportements des consommateurs et des commerçants. Nous aborderons ensuite les enjeux pour 2025 avec un focus sur les commerçants et en particulier les TPE et PME que PayPal étudie de près. Enfin, nous parlerons de la solution PayPal Complete Payment et de la façon dont elle accompagne au quotidien les commerçants dans leurs transactions et leur croissance. Vous l'aurez compris, la conversation promet d'être riche et instructive et nous aidera à mieux comprendre les défis et puis les opportunités du commerce de demain. Mais avant de commencer, Francis, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci de me recevoir. Ravi d'être dans Digital Doers, de te revoir. Tu as parlé de PayPal un petit peu. Je dirige PayPal France depuis 5 ans. Et ça fait 12 ans que je travaille chez PayPal. La France est le 4e plus grand pays de PayPal dans le monde. On a plus de 15 millions d'utilisateurs actifs. Donc par rapport aux 430 millions, c'est peu, mais par rapport aux 40 millions et quelques de digital buyers en France, c'est une bonne pénétration. Voilà, exactement, ça fait plus de 30%. Et c'est vrai qu'on continue de croître et c'est un plaisir de diriger cette activité. Alors, avant d'arriver à la direction de PayPal en France, tu as eu un parcours, parce que tu n'as pas 25 ans, hein, je crois que je ne cache rien. Tu es plutôt un profil
universitaire, commercial, ingénieur. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai la chance de ne pas avoir encore de cheveux gris et tous mes cheveux. Donc, même si je ne fais pas complètement mon âge, effectivement, j'ai un parcours assez long, puisque ça fait presque 25 ans que je travaille. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait l'EDEC à Lille. Je suis encore impliqué dans l'école, puisque je travaille avec la fondation pour lever des bourses pour les étudiants défavorisés. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'aider l'école. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi chez BNP Paribas, en France et un peu à l'étranger. Et puis après, je suis parti faire un MBA aux États-Unis, à la Tuck School of Business, que j'accompagne aussi, toujours pour lever des bourses. Après, en 2005, à la sortie, j'ai rejoint... Tu as été diplômé en quelle année? Donc 2005. Voilà, c'est 2 ans de MBA. J'ai fait 4 ans de conseil en stratégie à New York. J'ai ma petite fille qui est née là-bas, donc on a décidé de rentrer. Et j'ai fait 3 ans en France, toujours dans un cabinet de conseil en strat autour de tout ce qui était financial services. Et l'une des missions était d'analyser PayPal. Et je suis tombé amoureux de PayPal autour de 2012 et donc j'ai tout fait pour rejoindre l'entreprise et début 2013 j'ai rejoint PayPal, alors d'abord pour m'occuper du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pendant 3 ans, qui était une région vraiment fascinante puisque elle était en plein balbutiement aussi bien pour PayPal que même pour la région. C'était extraordinaire de voir en fait une région où les consommateurs étaient en 2013-2014 mais l'écosystème avait presque 20 ans de retard. Donc imagine-toi, tu prends la DeLorean et tu vas en 95 à la Silicon Valley et tu te dis j'apporte mon savoir de 2013 en 95. C'était un peu ce qui se passait dans le e-commerce du Moyen-Orient, puisqu'en fait le savoir était présent, mais tout l'écosystème avait 20 ans de retard. Donc ça a été vraiment un travail vraiment incroyable d'aider à construire cet écosystème avec les gouvernements, les banques centrales pendant plusieurs années. Ça, c'est ce que tu as fait en arrivant chez PayPal. Exactement, pendant 3 ans. De façon résumée, qu'est-ce que tu as retenu des années de conseil en strat? Parce que c'est ça que tu as fait principalement avant. Ouais. Tu as un parcours qui est assez, habituel, post-école de commerce, de faire de la strat et puis rentrer chez le client, comme on dit. Exactement. Dans l'industrie. Dans l'industrie, qu'est-ce que tu retiens? Alors déjà, faire des slides. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je discute avec le patron de l'Europe qui est mon manager et il me dit t'es pas mauvais en storytelling. Et c'est vrai qu'en fait, vu que j'adore écrire et j'adore raconter des histoires, c'est vrai que pour moi, en fait, j'ai 2 jobs en fait, qui est de vendre PayPal en France, mais aussi de vendre la France à PayPal. Parce que j'ai dit, on est le 4e plus grand pays de PayPal dans le monde, mais on a 3 gros pays avant nous qui sont très importants, US, Allemagne et Angleterre. Et donc c'est vrai que l'un de mes jobs, c'est aussi de faire du lobbying en interne pour faire en sorte qu'on soit toujours les premiers dans l'innovation, les premiers avec les produits et les services de PayPal, qui sont d'abord lancés évidemment aux États-Unis, qui est un marché clé, mais qui arrivent en France après. Et donc c'est ça en fait, c'est un peu ce storytelling que j'ai récupéré. C'est aussi une bonne rigueur. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, en fait, quand on est consultant, mais qu'on parle au client, avant de passer chez le client, on est obligé que chaque slide soit toujours client-ready, comme on dit en anglais, en fait, qu'il soit prêt à être montré au PDG de la société, même si, quand j'étais jeune consultant, c'était pas lui qui regardait les slides, mais voilà, c'était intéressant. Tu rentres tu dis 2013, c'est ça? 2013, exactement. Chez PayPal, avec cette mission d'aller d'abord évangéliser ou déployer finalement l'offre de PayPal dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Pourquoi cette région? C'est qu'il y avait un manque de quelqu'un? Alors en fait, parce que j'avais une appétence. Moi, avant de passer chez PayPal, j'avais fait quelques missions en Afrique et au Moyen-Orient pour des clients de mon cabinet de conseil. Et donc, je commençais à avoir une certaine expertise déjà assez longue du paiement et surtout de la région. Et c'est vrai que donc j'ai fait ça 3 ans et tu m'as demandé ce que j'ai appris dans le conseil, mais ce que j'ai appris pendant ces 3 ans chez PayPal, c'est une bonne résilience déjà pour pouvoir avoir la patience de travailler avec des banques qui ont parfois pas le même rythme que nous, des banques centrales encore moins, et surtout aussi une sorte d'énergie communicatrice, contagieuse, parce que c'est vrai que, comme je te le disais tout à l'heure, il y avait un tel engouement pour le e-commerce pour rattraper ces 20 ans de retard, que en fait les gens locaux, dès qu'on je disais que je venais de PayPal, c'était c'est génial, on va pouvoir travailler ensemble, faire des belles choses. Et donc j'avais un débordement d'énergie pour la région, mais pour PayPal aussi, ce qui fait que quand j'ai rejoint les équipes françaises début 2016, j'ai apporté ce sang neuf,
parce que c'est vrai que la France avait déjà plus de 12 ans pour PayPal en France. Ça, on avait lancé en 2004. Et donc les équipes, les anciennes équipes qui sont à peu près toutes parties au même moment qu'on a nous rejoint avec des nouvelles personnes, on a vraiment apporté une sorte de guérilla marketing, d'énergie, de dynamisme et surtout un regard neuf. Et c'est vrai que la première fois qu'on m'a proposé, fin 2015, de rejoindre l'équipe française, au départ, je me suis dit, mais... Parce qu'avant, tu étais basé où, géographiquement ? J'étais basé à Paris, mais encore, j'étais à Dubaï toutes les 2 semaines. Et donc, quand on m'a proposé la France, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à la France ? Parce que tu m'as demandé pourquoi le Moyen-Orient. Donc, j'avais cette expérience de conseil là-bas. Mais 2, en fait, j'étais ravi de me dire, je vais pouvoir mesurer mon impact personnel. Parce que c'est difficile quand tu rejoins une grande entreprise, même si PayPal de 2013 était beaucoup plus petit que PayPal de 2024, mais me dire que voilà, je peux mesurer presque jour par jour l'impact que j'ai directement, ce qui est plus compliqué en plus quand tu es consultant, parce que ton consultant, tu fais des slides, tu les donnes, est-ce qu'ils sont implémentés ou pas, même si c'est le cas, à la lettre, tu n'es plus chez le client en général pour le suivre. Alors que là, je pouvais vraiment le suivre. Et donc, ma première réaction, c'était de dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir amener à la France ? Et en fait, j'avais fait une due diligence avant de dire oui à Damien Perilla, qui était mon mentor et ami chez PayPal. Et j'ai vu que, en fait, on avait un peu perdu de notre superbe en France et que on avait quelques relations améliorées. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit oui. Et donc, début 2015, j'ai rejoint PayPal France. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé au CES à Las Vegas. Attends, mais t'as quoi comme rôle ? Donc, d'abord, business développement. Et donc, c'est pour ça que je vais au CES à Las Vegas. Je vais rencontrer les startups qui sont françaises et que je vais voir à Las Vegas, alors que j'aurais pu aller les voir. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore la Alfresini qui s'est appelée Station F derrière. Mais je vais les voir parce que je me dis c'est l'endroit propice et puis surtout en fait je vais aussi m'inspirer de ce qu'ont font les États-Unis pour parler aux startups, de ce que font le CES pour organiser des conférences et des choses comme ça. Et donc je passe quelques jours sur place et là c'est là où je comprends qu'effectivement je vais avoir un bon travail à faire parce que 4 startups sur 5 ne travaillent pas avec PayPal et travailler avec des concurrents où se disait mais PayPal c'était bien en 2000 quand on voulait vendre sur eBay et quand on voulait vendre à quelques clients qui avaient peur de se faire pirater leur carte, mais PayPal en 2015 ça sert à rien et c'était non seulement une sorte pas un choc mais en fait c'était un réveil qui me disait voilà tu as bien fait de prendre ce rôle et surtout tu as une autoroute devant toi pour améliorer cette statistique. Et donc pendant plus d'1 an et demi, j'ai fait du business développement sur la France. L'année d'après, je suis retourné au CES de Las Vegas et c'était plus 4 sur 5 qui travaillaient pas avec PayPal, mais c'était juste 1 sur 5. Donc j'avais réussi avec justement le travail avec les incubateurs, par TechShaker, à l'époque de Family et d'autres, donc à vraiment retravailler sur l'image de marque de PayPal auprès des développeurs, auprès des incubateurs, auprès des VC. Pour ça, tu t'es accompagné de ressources internes en marketing, tu as construit seul cette stratégie. Alors on avait un peu de marketing, mais en fait finalement c'était juste se dire on a besoin de le faire, 2 avec qui est-ce qu'on va le faire, donc les incubateurs, et 3 en fait c'était mettre en place il y avait ce système de perks qu'avaient les incubateurs et les VC, où en fait quand une entreprise de type Google pour à l'époque ça s'appelait AdWords ou donc PayPal pour des transactions financières, on faisait un tarif promotionnel pour les startups d'un certain groupe ou d'un certain incubateur. Et donc c'est ce que j'ai créé pour PayPal et ça nous a permis de rappeler aux startups qu'elles pouvaient avoir besoin de nous et c'est là où ça m'a renforcé vraiment cette image de l'export. Parce qu'encore une fois, les startups françaises, même si elles visaient le monde, elles regardaient d'abord le marché domestique. Ce qui est parfois une erreur, d'ailleurs, de se focaliser d'abord sur le marché domestique. Mais c'est là où je les ai aidés à voir que, finalement, oui, à l'époque, on avait 7 millions d'utilisateurs en France, en 2015-2016. Donc on a doublé en 5 ans, 7 ans. Mais surtout, en fait, je leur ai dit, on en a plus de 250 millions à l'étranger. Donc si vous voulez tout de suite aller attaquer le marché américain, le marché allemand, on est très très présent, le marché anglais, je te parlais des 3 plus grands pays de PayPal dans le monde, c'est des centaines de millions d'utilisateurs. Je leur ai dit, voilà, la carte c'est sympa, les Français adorent la carte bancaire, mais PayPal, c'est indispensable pour l'étranger. Et c'est ce que je les ai aidés à faire avec ces perks, justement, avec ces tarifs promotionnels. Et ça a vraiment bien explosé. Et c'est intéressant parce que tu vois, quand on fait du business développement, c'est un peu comme être consultant. C'est un travail parfois très quali et pas très quanti. Surtout, c'est dans la durée.
Mais le fait d'avoir ce KPI qui était de dire, en 12 mois, j'ai réussi à passer d'une pénétration de 20% à une pénétration de 80% des startups qui comptent, ça, c'était génial. C'est un 80-20 revu. Inversé. Ouais. Et puis surtout, pareil, tu vois, j'avais été obligé de m'incruster aux soirées de la French Tech, de Business France, la première année, parce que personne ne me connaissait. Francis Barrel, BD, PayPal France, personne ne connaissait. Et au bout d'un an, quand je suis retourné au CES à Las Vegas, j'avais été invité dès le mois d'octobre, pour le janvier, 3 mois plus tard d'après, pour aller à ces soirées. J'avais vu à l'époque plusieurs ministres français qui avaient fait le déplacement, et c'était vraiment très gratifiant de voir que, tu vois, je te disais mon impact. Je voulais voir comment mesurer mon impact. Et donc là, j'avais pu voir ça. Donc j'ai fait ça 1 an et demi. Je veux raccourcir parce qu'on passe pas mal de temps sur ma carrière, mais il faut parler plutôt de PayPal. Donc j'ai passé 1 an et demi en BD France. Après, je suis passé en directeur commercial. Donc là, c'était vraiment un autre niveau et une autre visibilité en interne, parce que je gérais tous les plus gros clients de PayPal France, aussi bien existants que les clients à venir. Et donc les clients existants, c'était toujours les satisfaire, faire en sorte qu'ils étaient contents de la relation client avec PayPal. Donc le NPS, par exemple, le Net Promoter Score, le taux de conversion PayPal, parce que c'est vrai qu'on est toujours un petit peu plus cher que la carte, mais parce qu'on a le meilleur taux de conversion du marché. Une carte normale sur des paniers élevés, par exemple, c'est 85% de taux d'approbation, taux de conversion. À partir du moment où tu cliques sur je veux payer, tu as 15% de déchets aujourd'hui avec la carte. C'est énorme, mais des paniers moyens sur de Leroy Merlin, sur du Brico taux d'acceptation. Voilà, dès que le panier moyen est au-dessus de 100 ou 200 euros, le taux d'acceptation diminue énormément en France. Et à l'étranger, j'en parle même pas, parce qu'en France, on a quand même carte bancaire qui a quand même le meilleur taux d'acceptation du marché, mais panier moyen élevé, compliqué. Avec PayPal, on était à 95% et plus. Donc 10 points en plus. 10 points sur un achat à 200 euros, tu justifies tout de suite ton prix supérieur. Mais c'était ça qu'il fallait faire, en fait. C'était faire des études, des A/B tests, travailler sur des campagnes marketing aussi, engager notre base client, engager la base client du e-commerçant. Donc c'était vraiment un travail très, très, très intéressant. Et au bout de 2 ans et demi de ça, il y a un changement d'équipe chez PayPal France. Et je lève la main pour prendre la direction. Donc là, il y a petits entretiens en interne quand même. On a fait un processus compliqué mais normal. Et j'ai été choisi pour diriger la France. Donc fin 2019. Et donc voilà, 5 ans plus tard, je suis encore là. T'es encore là. J'ai survécu au Covid. J'ai essayé de garder les équipes motivées. On parlait du télétravail tout à l'heure. Donc voilà. En 2 minutes, en prenant la direction de PayPal en France, quelle a été ta lettre de mission et de façon assez succincte, qu'est-ce que tu as retenu là, ces 5 dernières années à la tête de la plateforme en France? Alors, je dirais que les objectifs d'un country manager, d'un GM d'un pays pour PayPal, c'est toujours les mêmes, quel que soit le pays, quelle que soit l'année, c'est acquisition et engagement. Donc, acquérir plus de clients, et donc c'est aussi bien les consommateurs que les e-commerçants, et pour cette base existante ou nouvelle, l'engager. Faire en sorte qu'on ait une base client qui transacte, qui soit satisfaite, parce que même si elle ne transacte pas, justement s'il y a des problèmes de transaction, parce que je te disais tout à l'heure, des taux de déchets, des taux de rejet sur la carte ou sur les transactions PayPal, faire en sorte de comprendre pourquoi et vraiment de répondre aux questions clients. Et donc c'est des objectifs, comme je te dis, standards, les mêmes chaque année, mais chaque année, il y a des nouveaux challenges et de nouvelles opportunités. Et c'est vrai que quand on est une entreprise de tech, je pense que c'est le cas de beaucoup des gens qui sont venus dans ton podcast, c'est comment est-ce que tu vas innover. C'est vraiment ça, en fait. C'est le nerf de la guerre de la tech, et c'est aussi bien pour l'acquisition que pour l'engagement. C'est comment ton parcours client, ton UX, ton User Experience, comment est-ce que elle permet aux consommateurs, aux clients de créer un compte PayPal facilement, de naviguer une fois. Là, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que la France peut être donneur d'ordre d'évolution, d'innovation technologique, parce que j'imagine que tout est développé aux États-Unis, que il n'y a pas d'équipe dev à Paris. Exactement, mais on l'a été 2 fois. On l'a été en 2016, donc ça faisait 1 an que la nouvelle équipe française était en place.
et on a lancé le P2P, donc le peer-to-peer, ou le paiement entre particuliers, gratuit. 100% gratuit en France. On était le premier pays au monde pour PayPal à le faire. Et donc, ça a permis aux consommateurs... Avant, c'était gratuit, mais uniquement avec un compte bancaire. Sauf qu'en France, on l'a dit tout à l'heure, les Français adorent la carte bancaire. Et donc, on chargeait une commission. Et donc là, on a décidé de lancer 100% gratuit. Et ça nous a permis de d'augmenter l'acquisition et l'engagement de manière faramineuse, premièrement. Et deuxièmement, quelques années plus tard, on a lancé le Buy Now Pay Later en France, le 4 fois. Donc au départ, avec une petite commission, après on l'a lancé sans frais. On a lancé ça pendant le Covid. Et ça a été une petite révolution pour nos utilisateurs parce que tout d'un coup, ils pouvaient acheter un produit un peu plus cher sans que ça leur pèse sur leur budget. Donc ça, c'est une innovation que tu as proposée aux Français qui a été développée spécifiquement pour la France. Exactement. Alors après, ça a le servi BNPL, il n'existait pas ailleurs. Le BNPL existait sous d'autres formes. Donc par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, ils adorent le crédit. Et donc c'est du crédit conso comme on le connaît en France, mais avec un taux d'intérêt, avec des frais de dossier, des choses comme ça. Le Buy Now Pay Later tel qu'il existe en France aujourd'hui depuis une dizaine d'années, donc 90 jours ou moins, 3 ou 4 fois avec ou sans frais, n'existait pas dans le monde PayPal. Et donc, ils ont développé... Alors, ils avaient déjà prévu de le lancer pour d'autres pays, parce qu'ils voyaient que ça prenait vraiment bien, surtout dans les pays qui n'avaient pas de crédit, comme la France, l'Italie, l'Espagne, les pays, je dirais, moins anglo-saxons. Mais on a été le premier pays au monde à le lancer. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est la même personne dans nos équipes qui a travaillé et sur le Free P2P, comme on l'appelait, et le Buy Now Pay Later, et qui a vraiment travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs années pour les lancer. Et elle a vraiment presque révolutionné PayPal France, parce que ce soit le Free P2P, comme je disais, c'était vraiment une très très belle croissance, ou le Buy Now Pay Later, on a vraiment permis à nos consommateurs et aux e-commerçants, parce que le Buy Now Pay Later, ce qui est génial avec PayPal, c'est ce que j'adore depuis 12 ans, c'est que c'est consommateur et marchand. Il faut avoir toujours deux casquettes. Oui, bien sûr. Et les deux se retrouvent grâce au tiers de confiance qui est PayPal pour un achat. Et donc le Buy Now Pay Later sert aux consommateurs parce que c'est eux qui choisissent s'ils veulent payer en une fois ou en 4 fois sans frais. Mais il sert aux e-commerçants parce que tout d'un coup, il voit son panier moyen qui explose. Et ça, c'est génial parce que lui, ça lui coûte rien parce qu'il reçoit 100% de la transaction alors que le consommateur n'a payé que 25%. Mais deuxièmement, tout d'un coup, il découvre plus d'engagement. Il y a bien des frais. Ah non, zéro. Alors, il y a les frais PayPal. Oui, il y a les frais de transaction, mais ça lui coûte rien en plus, si tu veux. Et tout d'un coup, il se dit, PayPal, c'était un petit peu plus cher que la carte. Bon, je sais que les consommateurs sont engagés. Bon, je sais que le taux d'acceptation est très important, mais bon, quand même. Mais quand on arrive avec l'inflation et que les consommateurs se disent, j'avais besoin d'une chaise de bureau pour le Covid, par exemple, et je vais m'acheter la chaise à moins cher. Et ils disent, mais je peux le payer en 4 fois. Donc, non seulement je vais acheter la chaise la plus chère, mais je vais remplacer mon bureau, ou je vais acheter une imprimante, ou je vais acheter un nouvel ordinateur. Et donc, on l'a lancé en avril 2020. Ça faisait 1 mois qu'on était tous en confinés. Et on a vraiment permis aux consommateurs d'étaler leur budget. On a permis aux e-commerçants de proposer ce produit. Et juste pour terminer sur la partie e-commerçant, il y a des très très belles entreprises françaises, des institutions financières qui proposent le 4 fois sans frais ou avec frais depuis des années. Mais vu que leurs équipes et leur technologie n'est applicable que pour, je dirais, une centaine de e-commerçants maximum, 200 à tout casser. Alors que nous, on propose à des dizaines de milliers de e-commerçants, voire des centaines de milliers. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de milliers de e-commerçants en France. Ce sont des TPE, PME, des freelancers, des auto-entrepreneurs. Sur tous les donc, catégories. Ils peuvent tous proposer le paiement en 4 fois sans avoir besoin de s'onboarder parce que c'est le consommateur qui choisit et c'est le e-commerçant qui en bénéficie complètement. Bon, Francis, merci pour cette présentation détaillée de ton parcours, de ta lettre de mission, mais surtout de tes premières actions chez PayPal en France. On va revenir évidemment sur la proposition de PayPal, la proposition de valeur de PayPal. Avant ça, on va prendre un peu de hauteur, comme j'indiquais en introduction. J'aimerais que depuis le poste que tu occupes, qui te permet d'avoir une vision assez particulière, tu nous livres un peu justement ton analyse du marché, puisqu'on est tous dans un marché, je le rappelle, c'est l'offre et la demande. C'est aussi un environnement concurrentiel et réglementaire. Dans le paiement, cette notion de réglementation est très forte. C'est un marché très réglementé. Comment tu vois les choses avec une vision très macro? On sort de PayPal et puis on prend un peu de hauteur. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de la France et du e-commerce depuis plusieurs minutes ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le e-commerce, dans le paiement, il n'y a pas de frontières.
Et aujourd'hui, dans toute l'économie non plus. En fait, on parle de la mondialisation depuis plusieurs années avec parfois une connotation négative. Moi, j'en ai parlé avec une connotation positive puisque c'est l'export, c'est faire rayonner la France à l'étranger. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, un battement d'aile de papillon en Ukraine, par exemple, va créer un ouragan en France. Et en fait, ce qu'on voit, pour répondre à ta question sur le macro, c'est que depuis la guerre en Ukraine en 2022 et la fin du Covid en 2021 avec les impacts sur la logistique, sur les frais d'import, les frais de transport, il y a une énorme inflation. Et alors moi, sur un plan personnel, je l'avais vu venir. Donc l'inflation, on est d'accord, elle vient avec la crise de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Alors, en fait, elle a plusieurs causes. Enfin, oui, c'est ça, plusieurs causes. La première, c'est, encore une fois, c'est la fin du Covid, avec des matières premières ou des transports logistiques qui étaient très en demande. Donc, en fait, l'inflation a commencé à pointer son nez. Ça faisait vraiment presque une décennie depuis la crise de 2008 que, en fait, les Français, mais le monde entier n'avait pas connu l'inflation. Et ce qui est intéressant, moi, je t'ai dit que j'avais fait une école de commerce et j'adore l'histoire, mais moi, je me souviens de la dernière dévaluation du franc sous Bérégovoy en 93 qu'on avait étudié en cours d'histoire. Avant, régulièrement, il y avait de l'inflation, il y avait un impact sur la monnaie. Alors, l'euro a aidé énormément. 2, les politiques des banques centrales ont beaucoup aidé. 3, les collaborations entre gouvernements, par exemple, qui ont servi à sauver la Grèce, ont beaucoup aidé aussi. Et finalement, il y avait plusieurs études qui ont montré qu'à cause ou grâce à la faillite de Lehman en 2008 et tous les plans de relance de l'économie qui ont eu lieu fin des années 2000, début voilà exactement. Quand il y a eu le Covid, il y a eu énormément de soutien par l'économie. Il y a eu les prêts à taux zéro, il y a eu les prêts garantis par l'État et des choses comme ça. Et donc, la phrase du président Macron, c'était quoi qu'il en coûte. Donc on compte pas. Sauf qu'à un moment donné, et les marchés financiers, et les banques centrales, et les investisseurs, tous ces éléments macro, ils comptent eux. Et donc c'est pour ça que fin 2021, on a vu poindre l'inflation, premièrement. Donc à cause de ces effets macro du Covid. Deuxièmement, il y a eu un double choc. C'était la guerre en Ukraine. Et moi, j'aime bien rappeler que finalement, en 2022, c'était un peu comme si on sortait de 1919 avec la fin de la guerre, ou le début d'une autre un petit peu avec l'Ukraine, et la crise de la grippe espagnole, et en plus la crise financière qui pouvait résulter de ces taux d'intérêt un peu bas et tout. Donc, c'était vraiment une sorte de, pas de microcosme, mais en fait un perfect storm, comme on dit en anglais, avec vraiment des éléments macro qui se retrouvaient tout d'un coup. Et donc effectivement, la guerre en Ukraine a eu un impact et sur les matières premières, parce que l'Ukraine c'était le grenier de blé de l'Europe, et sur le cours du pétrole. Et donc effectivement, la France et toutes les énergies, voilà exactement, tout à fait, le gaz naturel, les choses comme ça. Donc effectivement, juste pour revenir à 2024, on essuie à peine la fin de l'inflation, mais ce qu'on a vu chez PayPal par rapport au macro, c'est que les ménages français ont eu énormément de problèmes à joindre les deux bouts. On parlait de la fin du monde avec l'écologie, mais on parlait de la fin du mois avec les salaires qui étaient impactés par l'inflation, et surtout le pouvoir d'achat. Donc ce qu'on a vu, c'est que pendant des années, et surtout avec le Covid, le e-commerce était un peu épargné par des effets macro. Mais là, en fait, quand les Français n'ont pas d'argent à dépenser, que ce soit dans les boutiques en physique ou chez les e-commerçants en digital, ils n'ont pas d'argent à dépenser. Et donc, on n'a pas vu une baisse des volumes de transactions. Enfin, il y a eu un report des produits vers les services. Alors, exactement. Ce qu'on a vu, pareil, toujours pour revenir à la fin du Covid, on a vu que 2022 et surtout 2023-2024 on appelait ça la funflation. On a vu une grande inflation sur tout ce qui était billets d'avion, séjour en parc d'attractions, hôtellerie, santé, avant même les JO en France ou à Paris. Mais effectivement, donc tout ce qui était divertissement a énormément augmenté, et les Français effectivement faisaient des efforts. Alors avant une grande inflation, mais avec une augmentation de ces prix-là, faisaient des efforts pour moins dépenser en nourriture. C'était quand même la première fois en 2023 que les dépenses en nourriture baissaient depuis plusieurs décennies. Je crois que c'était Michel-Édouard Leclerc qui en avait parlé, et encore une fois, cette tendance macro, qui aurait pu l'imaginer quand 2020 a commencé, par exemple. Donc, vraiment, toutes ces différentes tendances font que, si tu regardes le e-commerce au total,
il y avait... en fait, ce qui est marrant, c'est que le e-commerce... Alors, le e-commerce français, en fait, continue de croître depuis qu'il est créé, depuis fin des années 90, mais a quand même cru beaucoup plus lentement ces 2-3 dernières années. Encore une fois, comme le retail hors ligne, en fait, en physique. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'effectivement, même si cette croissance était toujours très intéressante, très positive, il y avait un énorme gap entre, comme tu l'as dit justement, les compagnies aériennes, tout ce qui est service, et pas vraiment industrie, mais le retail traditionnel. Tout ce qui est mode et retail ont été énormément impactés. Alors, effectivement, il y a eu un taux d'équipement gigantesque pendant le Covid, et donc on pense tous, encore une fois, à la guerre en Ukraine, mais le fait que les gens aient tous remplacé leur ordinateur, leur chaise de bureau, tout à l'heure dont je parlais, ou leur bureau, fait que c'est pas tous les 2 ou 3 ans qu'ils remplacent ça. Plus les ordinateurs sont modernes, moins ils ont besoin de les remplacer vite. Puis alors, plus on les répare. Et ce qui est marrant, parce qu'on avait vu cet effet avec en 2007-2008, quand l'iPhone s'est lancé, les gens avaient acheté un vieux téléphone qui remplaçait assez vite, un appareil photo numérique qui remplaçait, et puis un assistant numérique type Palm, et tout d'un coup il y avait un seul appareil qui était lancé, et donc ils n'avaient plus besoin de remplacer les 3. Alors oui, ils remplaçaient souvent leur iPhone ou après leur smartphone, mais il y avait ça. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid, où ils ont remplacé énormément de matériel, encore une fois grâce à PayPal et le Buy Now Pay Later 4 fois sans frais, mais ils avaient plus besoin de le remplacer après. Et pareil, en fait, donc sur tout ce qui est fashion, on voit un double effet. Donc le premier, l'inflation, le taux d'équipement qui a augmenté et tout, et le deuxième, que ce soit pour des besoins d'environnement, pour la prise de conscience de l'impact de la mode sur l'environnement, ou encore une fois une question de budget, la seconde main a aussi explosé. Et pas que dans la mode aujourd'hui, on le voit dans plein de secteurs. On le voit, il y a des sociétés d'ameublement qui proposent aussi de recycler. C'est ça. Voilà. Mais là où le secteur a été extrêmement impacté, c'est la mode. Mais alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est un sujet effectivement qui touche tout le monde. Il n'y a pas un effet de mode, il y a réellement, structurellement, des choses qui changent. J'observe 2 choses, et tu vas me dire si, quelque part, toi aussi, c'est quelque chose que tu peux observer. Concernant les changements d'habitude de consommation, évidemment, il y a une sensibilité au prix des consommateurs qui, avec l'inflation, est devenue beaucoup plus forte. Tu l'as très bien évoqué, avec la recherche de prix bas et finalement, une croissance qui se porte sur les acteurs du retail qui sont low cost. Alors, si on nomme les Lidl et autres actions sont des enseignes qui, depuis quelques années, cartonnent, et tous les vendeurs de meubles plus traditionnels qui tirent un peu plus la langue. En résumé, on voit aussi l'arrivée de la seconde main. Le Bon Coin, Vinted & Co, ça cartonne. Effectivement, il y a des gens qui vont aller sur ces plateformes-là pour des raisons économiques, et très clairement, l'inflation a aidé ce business de la seconde main. Il y a aussi... j'observe dans mon entourage, qui clairement n'est pas toujours celui qui représente le mieux le français en termes de capacité de pouvoir d'achat, j'en suis bien conscient, qui eux aussi vont sur ces plateformes-là en se disant mais en fait merde, j'ai tout à fait un assortiment pour mes enfants et même pour moi qui me convient. J'ai plus envie de dépenser des sommes astronomiques dans des vêtements qui valent cher. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que même les gens qui ont le pouvoir d'achat changent leur habitude de consommation. Ouais. Et tu as complètement raison. Et encore une fois, c'est lié à prise de conscience sur l'environnement, pression sur les tarifs, et aussi, encore une fois, changement culturel. Quand on parle d'un changement culturel, c'est un changement structurel. Tu l'as dit fort justement. Donc c'est vraiment des mères de famille qui avant n'achetaient que du neuf et maintenant achètent de la seconde main, ou c'est des mères de famille qui proposent, moi j'ai ma fille de 16 ans, on en parlait tout à l'heure, qui vend aujourd'hui sur Vinted pour se faire de l'argent de poche, et parce que en fait elle n'a pas envie de nous demander de lui renouveler sa garde-robe constamment. Donc j'ai cette chance-là, mais c'est une réalité qui est partagée par beaucoup de parents. Voilà, j'ai des enfants qui ont les mêmes âges, et j'observe la même chose. Ouais. Et je dirais, en fait, c'est pas plus mal, entre guillemets, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que même les entreprises françaises s'y prêtent. Et aujourd'hui, le Printemps, par exemple, a un étage tout entier dédié à la seconde main.
Alors avant, on appelait ça le vintage, mais c'était un peu épisodique. Aujourd'hui, c'est encore une fois rentré dans les mœurs, dans la culture. Ce qui est intéressant aussi, toujours pour rester sur la France, cocorico, c'est que en fait, les petites Françaises, parce que c'est quand même beaucoup des jeunes femmes, sont en avance sur les goûts, sur les tendances. Et donc aujourd'hui, en fait, quand elles mettent des produits en ligne, alors Le Bon Coin, qui est une magnifique réussite, mais très local, alors que Vinted est international. Et leur business model, c'est des Françaises qui mettent des produits en vente et qui sont achetés par une Polonaise, une Allemande, une Espagnole, une Italienne. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est vrai que moi, j'ai vendu la poussette de mes enfants et le siège bébé sur Le Bon Coin dans le quartier. Mais ma fille ou d'autres, encore une fois, des jeunes femmes, vendent dans le monde entier, alors, surtout en Europe. Et encore une fois, c'est positif pour les Françaises ou la France, parce qu'on le voit, ça permet d'entretenir la mode, puisque les Français sont en avance, les entreprises françaises sont en avance. On connaît l'impact du luxe en France. Nous, quand justement, pour revenir à notre impact sur la France, quand j'ai commencé en France en 2015-2016, on travaillait aucune des sociétés de luxe, et depuis, on travaille avec toutes les sociétés de luxe françaises. C'est extraordinaire, c'est vraiment une fierté. Mais donc, ces sociétés de luxe ont un impact sur même la mode, le prêt-à-porter, entre guillemets, normal, pas que luxueux, et sur la tendance française, sur l'avant-garde, sur le goût, et donc ça permet aux Françaises de vendre sur ces plateformes. Ce qui est assez contradictoire aussi avec d'autres comportements d'achat, puisque ces Françaises, comme tu dis, elles vont avoir une activité soutenue sur les plateformes de seconde main type Le Bon Coin ou Vinted pour le fashion, et vont en même temps aller acheter sur Shein et Temu. On voit que Inditex, Zara a des chiffres extraordinaires, des chiffres de vente extraordinaires. H&M finalement s'en sort, Primark cartonne. Donc c'est bien les mêmes clientèles qui d'un côté va acheter du fashion, du fast fashion ou de l'ultra fast fashion, et qui d'un autre veut dire mais non, il faut que je sois bien, je vais aller vendre sur des plateformes comme Vinted. Alors écoute, tu m'as fait venir pour parler un peu de e-commerce et de macro. Là, je rentre dans la psychologie, soit des Français, soit des consommateurs ou consommatrices, c'est un peu plus compliqué. Mais encore une fois, c'est toujours cette histoire de fin du monde, fin du mois. Et en fait, encore une fois, c'est beaucoup des femmes, mais quand même évidemment des hommes, si les consommateurs voient un produit qui leur plaît, et même s'ils ne savent pas nécessairement ni sa provenance, ni par qui ou comment il a été fabriqué, à un moment donné, le produit leur plaît et elles vont le prendre. C'est ça. Donc encore une fois, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de prise de conscience du poids, de l'impact de certaines industries sur l'environnement, et surtout les jeunes générations sont très vocales sur ça, et tant mieux. Mais en même temps, ça reste des êtres humains avec toutes leurs contradictions. Exactement. On va aller faire un focus un peu sur comment on voit 2025, comment tu vois 2025, et puis les défis qui se présentent aux commerçants. Pour faire cette transition, on vient de voir que la BCE a baissé ses taux. On anticipe une deuxième baisse des taux. On parle d'inflation, on a beaucoup parlé d'inflation. J'ai tendance à dire que l'inflation, la crise est derrière nous. On a des prévisions qui sont plutôt habituelles. On est même en dessous de 2%. Donc c'est l'inflation dite normale. Tu le disais, t'aimes bien être positif et voir le verre à moitié plein. Moi aussi, et en France, quand on regarde ou on écoute les médias mainstream, rien ne va, c'est la catastrophe politique, économique, écologique, enfin bon, voilà. Pour autant, finalement, la France, elle va avoir une croissance, pas extraordinaire, mais une des plus grosses, entre guillemets, croissances européennes en 2024, et le budget qui est en pleine construction pour 2025 s'appuie sur les estimations des différents instituts français et étrangers qui donnent une croissance supérieure à 1%. L'Allemagne, elle parle de récession, qui est la deuxième économie de la zone euro. Donc on a un contexte qui est hyper anxiogène. Pour autant, quand on regarde les chiffres, finalement, on n'est pas si mauvais que ça. Alors voilà, je te laisse cette balle.
pour 2025. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes un peu. Je suis pas Nostradamus, donc c'est compliqué à prévoir. Mais effectivement, je pense qu'il y a plusieurs effets. Le premier, c'est l'effet JO, qui n'est pas négligeable, qui a apporté quelques points de croissance au PIB. Le deuxième, tu l'as bien dit, le taux de croissance de la France qui va être supérieur à 1%. Je crois qu'il est même pour le moment en année en année pleine, il sera autour de 1,25. Tu l'as dit, l'Allemagne soit est en récession, soit est en croissance à 0,10, 0,20. Donc c'est presque 5 fois moins que la France. Encore une fois, cocorico. Et ça, c'est vraiment lié beaucoup au marché intérieur, à l'export aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il publie aussi les chiffres de l'INSEE sur le taux de natalité en France ce matin. Alors, on est à 1,65 enfants par famille, ce qui est beaucoup moins que les 2 et quelques qu'on avait en France avant. Pour rappel, pour renouveler des générations, il en faut plus de 2. Donc, on a vraiment baissé ces dernières années, mais on reste le taux de natalité le plus élevé de toute l'Europe. Donc ça, pareil, encore une fois, fierté française. Après, nous, on a fait une étude avec l'Institut YouGov il y a quelques mois, milieu d'année. Et alors, ce qui est intéressant par rapport au verre à moitié plein de Francis Barrel, c'est les dirigeants français, 6 sur 10, étaient optimistes sur les mois à venir. Donc encore une fois, c'est vrai que ça fait plus vendre les journaux, les clics de parler de baisse ou de pessimisme. Mais cette étude, on l'a fait avant les JO. Donc c'était avant qu'il y ait un effet JO en se disant mais tout s'est bien passé et l'économie va repartir, et encore une fois on l'a vu dans les chiffres, donc c'est très intéressant. Deuxièmement, ce qui est intéressant dans cette étude aussi, c'est qu'on a vu que 30% citent l'innovation et justifier leur optimisme. Et donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. On n'a pas beaucoup parlé ensemble pour le moment, mais l'IA va permettre de réduire des coûts sans nécessairement impacter les emplois, parce qu'en fait, ça va juste permettre de faire une reconversion de certaines personnes qui avaient des travaux beaucoup plus manuels, rébarbatifs, de type traduction, rédaction C'est drôle, de texte. Ce matin, j'ai lu une info concernant exactement ce sujet qui explique quand même que la traduction et l'IA sont faits pour se marier. Exactement. Nous, on est en train de le regarder. Alors, nous, on utilise l'IA chez PayPal depuis plus de 10 ans pour améliorer notre algorithme de scoring des transactions. Donc, on n'a pas attendu ChatGPT pour utiliser l'IA. Donc, on a notre propre IA. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, le plus important, c'est la data. Et nous, avec 430 millions de clients, on a beaucoup de data et qu'on n'utilise que pour nous. On ne la monétise pas, on l'utilise uniquement pour la sécurité, et c'est ce qui nous permet chaque année, grâce à l'IA, grâce à nos experts, parce qu'il faut quand même aussi des hommes, des êtres humains, des hommes et des femmes, pour améliorer ces algorithmes et ce scoring. Mais l'IA, encore une fois, pour revenir au texte, peut permettre à nos agents qui sont dans certains pays, mais qui ne parlent pas les... Nous, aujourd'hui, chez PayPal, on gère 25 langues, mais on est présent dans 200 pays. Donc on a choisi les langues les plus fréquentes. Moi, j'ai eu le plaisir de lancer l'arabe, alors que je parlais pas arabe, mais j'avais lancé l'arabe quand je m'occupais du Moyen-Orient. Ça faisait partie d'une des fiertés, et surtout c'était indispensable pour 450 millions d'habitants et de consommateurs et clients potentiels PayPal qui puissent parler leur langue. Mais on n'a pas nécessairement l'agent qui va parler la langue, et donc si un client envoie une réclamation ou une question à PayPal et qu'elle est traduite dans la langue de l'agent, que l'agent répond dans sa propre langue et après renvoie dans sa langue qui est traduite à nouveau dans la langue du client, imagine la déperdition de sens, de ton et même de clarté. Donc l'IA va vraiment améliorer ça. Donc c'est l'un des impacts les plus faciles et les plus visibles. Mais encore une fois, il faut des agents, parce que c'est à eux de répondre, c'est eux qui savent. Mais on améliore la pertinence, l'efficacité du message et la communication. Donc ça, c'est génial. Donc effectivement, l'innovation. Le troisième point, et ça nous concerne encore plus, toi et moi, c'est que 25% citent le développement des ventes en ligne pour dire, voilà, je suis optimiste parce que je vais pouvoir exporter, je vais pouvoir vendre en France et à l'étranger. D'ailleurs, à Noël, les consommateurs, il y a un article, je cite, c'est sur e-commerce mag, pour Noël, les consommateurs regagnent en optimisme. Ouais. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Black Friday tombe le week-end du Téléthon. Donc on va avoir et de la générosité et du e-shopping. Donc ça va être assez intéressant parce qu'il y a l'inauguration de Notre-Dame de Paris qui est début décembre, donc qui tombe le week-end habituel du Téléthon, que nous on accompagne depuis 18 ans. Donc pour la première fois en 35 ans de Téléthon, ce ne sera pas le premier week-end de décembre, ce sera le dernier week-end de novembre, et ça tombe la Black Friday. Donc les consommateurs, surtout les utilisateurs PayPal, pourront faire et de la générosité et du e-commerce. Mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que
il y a toujours un report des ventes. Là, par exemple, le climat, on n'a pas parlé du climat, mais sur la vente, qu'il fasse 2 degrés de plus ou 2 degrés de moins, ça peut avoir un impact gigantesque sur les soldes d'été, les soldes d'hiver, les ventes de produits d'hiver qui sont mis dans les collections dès le mois de septembre. On a reçu chez PayPal une femme extraordinaire qui travaille dans une entreprise de Cachemire qui nous disait qu'avec 3 degrés de moins entre septembre 2023 et septembre 2024, ses ventes avaient doublé. Il faisait un peu plus froid cette année, et là, elle a vendu plus du double de ce qu'elle avait vendu l'année dernière. Et en fait, on a beau faire des campagnes marketing, des collections incroyables, mais la météo a un des impact gens avec le sourire dans les boutiques et choses comme ça, s'il fait chaud ou qu'il fait froid, Dieu ou la malchance ou la chance peut avoir un impact gigantesque sur les ventes, que ce soit en physique ou en digital. Donc pour revenir à Noël, je pense que ça va être une bonne saison. Il y a toujours aussi un peu des combats de plus en plus sur le Black Friday. Je pense qu'ils sont liés à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur ce Black Friday bénéficie surtout les entreprises à l'étranger qui font du dumping social, environnemental, ou les entreprises françaises qui ont des produits franco-français ou des produits aussi fabriqués à l'étranger. Moi, ce que je vois, c'est encore une fois cette année, ça va bénéficier au Téléthon, j'espère. Donc la générosité franco-française et aussi des e-commerçants français. Et donc 2025, pour conclure sur ta question, je pense va être une année un peu plus facile que 2023 et 2024 grâce à la baisse des taux. Ça, on peut le prévoir. Alors, je ne veux pas rentrer dans la politique, mais avec l'élection de Donald Trump et son envie d'aller en guerre commerciale avec la Chine et donc peut-être d'augmenter... Et l'Europe aussi. Et l'Europe aussi, voilà. Mais avec l'Europe qui se droitise un peu et qui se disent on va faire de la souveraineté ou de la protection, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on va avoir une augmentation des tarifs d'import. Et comme je le disais tout à l'heure, on est en économie mondialisée. Donc les gens se disent on va protéger les entreprises locales, mais si elles ne produisent pas en local ou qu'elles ont besoin d'importer des matières premières, des matières transformées pour faire de l'assemblage et faire des produits finis en France ou en Europe ou aux États-Unis, on peut se retrouver avec à nouveau une augmentation des prix. Et cette fois-ci, ça n'aura plus rien à voir avec la guerre en Ukraine et le pétrole, mais en fait avec de la politique et des politiques commerciales. Donc je pense que 2025 sera plutôt positif, même si, comme je disais, c'est très très difficile à prévoir. Mais il est possible que sur le deuxième semestre, si les politiques tarifaires, enfin pas tarifaires, mais de tarifs d'import et de frais de douane changent du tout au tout et aux États-Unis et en Europe, voire dans le monde entier, parce que c'est toujours à qui mettra le plus de si frais Trump de douane. Augmente de 60% ses frais de douane pour les Chinois, de 20% pour les Européens. Alors on est un peu plus lent et un peu plus couillon en Europe parce que pas complètement centralisé, mais on va bien finir par aussi augmenter nos frais de douane. Ouais. Ça va finir par arriver. Là-dedans, je le disais en introduction, les TPE, les PME là, qui font du commerce, comment elles peuvent se positionner, quels sont les enjeux et les défis auxquels elles doivent répondre actuellement et dans l'année à venir? Alors, on parlait de l'Allemagne il y a quelques instants. On dit toujours l'Allemagne a beaucoup plus de tissu économique, encore beaucoup plus de TPE qui exportent, qui produisent, qui construisent. Mais la France est beaucoup plus digitalisée que l'Allemagne. Le e-commerce français est pratiquement à la taille du e-commerce allemand, alors que l'économie allemande... Il y a 20 millions de personnes en plus, quoi. Voilà. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, la France innove. La France exporte, mais... pas nécessairement des machines robots ou enfin des machines outils ou des pièces détachées, mais des produits de mode, de luxe ou pas, des services aussi qui sont digitaux. On a quand même l'un des leaders européens en web hosting, OVH. On a l'un des leaders européens, voire mondial. On parlait tout à l'heure de la seconde main back market pour le reconditionnement des téléphones et de tous les appareils électroniques aujourd'hui. On a l'un des leaders collectif, vestiaire collectif qui est justement la seconde main dans le luxe aussi. Donc on a encore une fois Cocorico, je pense qu'on le dira jamais assez, on a des fiertés locales qui sont pas que des grandes entreprises, qui sont des TPE, PME. Surtout, en fait, toi, je pense que tu le connais très très bien, mais même les plus grandes entreprises de e-commerce françaises aujourd'hui, les pure players, c'est une centaine d'employés. C'est pas des dizaines de milliers d'employés. Alors évidemment, il y a des très grandes entreprises qui vendent des Fnac Darty, des VP, il a un peu plus que 100 personnes. Mais en fait, dès qu'on descend sous les 1 ou 2 milliards de ventes en ligne, et c'est des centaines de millions de chiffres d'affaires, sont des entreprises qui sont
extrêmement efficace, justement qui adore l'IA parce que ça permet de ne pas licencier, mais au contraire d'embaucher, mais de manière encore plus optimale. Et donc, sont des TPE-PME. Alors, effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est, entre guillemets, les vrais TPE-PME dans le commerce physique, qui, elles, de plus en plus se digitalisent, de plus en plus cherchent l'export et, encore une fois, créent des emplois, parce que c'est le poumon économique de la France, les TPE-PME. Les grands groupes, ils ont beaucoup plus d'employés, mais elles sont moins dynamiques. C'est pas eux qui vont embaucher ou débaucher plus ou moins vite. Ce qu'on voit, c'est que si l'inflation diminue et que l'optimisme des Français, comme le dit YouGov, repart à la hausse, les TPE-PME vont embaucher et vont lancer des nouveaux produits, ils vont innover, ils vont exporter. Et encore une fois, tout ça, ça rajoute de la croissance en France. Donc les enjeux pour ces catégories de commerçants, elle est dans l'innovation, elle est dans quoi ? Dans l'adaptabilité aux circonstances de marché. Parce que quand même, tu l'as dit, en parlant de façon plus macro des sujets économiques qui sont liés à des sujets politiques, tout est lié, et écologique. Face à un monde qui est quand même assez incertain ou difficilement appréhendable, il y a cette nécessité à être adaptable, flexible dans la façon dont on répond au marché. Tout à fait. Donc c'est, en fait, innover, les gens disent, c'est l'IA, c'est lancer un nouveau produit. Mais en fait, justement, que ce soit dans l'industrie, mais dans les petites entreprises, innover, ça veut tout simplement dire faire les choses mieux. C'est ça que ça veut dire aussi innover. C'est faire les choses mieux et plus vite et moins cher. C'est ça l'innovation. Ça veut juste dire faire la même chose, mais encore une fois, mieux, moins cher et plus vite. Et donc ça, en fait, c'est ce qui permet, encore une fois, de s'adapter plus vite à des taux d'intérêt élevés ou des taux d'intérêt plus bas, à des matières premières plus chères ou des matières premières qui reviennent à des tarifs normaux. Et donc, c'est ça, innover. Et évidemment, quand on parle de la tech, quand on parle du digital, innover, c'est aussi une meilleure user experience, des nouveaux produits, que ce soit financiers comme le 4x ou les prêts aux entreprises comme le PayPal Financement Pro. C'est ça aussi, innover. Mais encore une fois, on oublie que la base même de l'innovation, c'est faire mieux, plus vite, moins cher, tout. Et encore une fois, les TPE-PME, par définition, vu qu'elles ont moins d'employés, elles n'ont pas le choix d'innover. On a parlé de mon parcours professionnel tout à l'heure. Moi, j'ai pas parlé du fait qu'avant de terminer mon école de commerce, j'ai fait une année césure chez Renault. Et ce qui m'a fasciné chez Renault, c'est que entre le moment où ils lançaient une Clio 1 et Clio 2, où en fait il y avait les phares qui avaient changé avant et arrière, peut-être un toit ouvrant par défaut, alors qu'avant il était en option, il y avait des dizaines de milliers d'innovations qui étaient invisibles, qui étaient ces écrous-là. On pouvait les faire plus légers, et quand on dit plus léger pour une voiture, donc c'est moins cher à fabriquer, et c'est moins de consommation d'essence, d'énergie, et donc c'est encore une fois, mais le client, jamais de la vie, il savait qu'en 5 ans, entre la Clio 1 et la Clio 2, sa voiture, elle avait changé, enfin sa voiture, les voitures qui étaient dans les concessions automobiles avaient changé, mais dans 10 000 points différents. Et encore une fois, l'innovation, c'est pas que du shiny et du bright, c'est aussi l'innovation dans les process, dans la manière dont les gens font les choses. Et c'est ça qui, là-dessus, encore une fois, la France n'a pas à rougir. Je pense qu'une autre mesure d'innovation, c'est le nombre de brevets que la France dépose. C'est pas que les entreprises du CAC 40 qui déposent les brevets. Mistral, alors eux, je pense qu'ils sont loin d'être une TPE-PME, mais ils ont déposé plein de brevets. Miracle, qui est un partenaire qui innove dans la marketplace quotidiennement, ils ont des brevets aussi. Donc, on a vraiment l'innovation française et on n'a pas à rougir là-dessus. Comment PayPal accompagne ces TPE, PME qui font du commerce? C'est quoi PayPal Complete Payment? Alors, nous, on a la chance, depuis 98, la création de PayPal, la naissance, de travailler sur nos millions de clients, de e-commerçants aujourd'hui, avec des centaines de milliers, des millions aussi de e-commerçants. On le voit, par exemple, pour les chiffres de la FEVAD en France, qui ont à peu près 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 200 entreprises, 300 entreprises qui sont des grandes entreprises, et tout le reste, c'est des TPE, PME ou des auto-entrepreneurs. Et donc, pour les clients PayPal, c'est pareil. Et donc, nous, on les écoute depuis des années. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur fournissait cette solution de paiement facile et sécurisée, qui est ce qu'on appelle le bouton PayPal, ce bouton jaune ou bleu, où il y a marqué « Payer avec PayPal », et qui rassurait les utilisateurs, puisqu'ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de rentrer leur carte bancaire. Et donc, pendant des décennies, on travaille avec ces PME sur leur site internet pour qu'ils avaient le paiement par carte d'un côté et le paiement PayPal de l'autre.
Tout le monde était content. Nous, on avait nos dizaines de millions de clients engagés et les e-commerçants voyaient que l'impact de PayPal était très important. Mais à un moment donné, justement, avec les coûts qui ont augmenté, on a des TPE-PME qui sont venus nous voir, nous dit écoutez, c'est bien d'avoir le bouton PayPal, mais on a aussi des clients qui veulent payer par carte, et aujourd'hui, ce sont des banques qui parfois innovent moins bien, moins vite que PayPal, ou c'est ce qu'on appelle les PSP, des prestataires de services de paiement, qui commencent à coûter de plus en plus cher, parce que dès qu'on fait un rapport sur les remboursements, on doit payer quelques centimes, dès qu'on fait ceci, cela, c'est quelques centimes, et mis bout à bout, c'est aussi cher que PayPal. Et donc, on aimerait regrouper l'offre. Non seulement pour des questions de coût, mais un coût auquel on n'imagine pas, c'est les coûts de développement. C'est passer par une agence web ou passer par un développeur indépendant qui va vous bricoler votre site internet pour avoir, encore une fois, le paiement par carte, le paiement par PayPal. Et donc, on s'est dit, nous, on était très contents d'avoir notre niche, entre guillemets, avec le bouton PayPal qui rassurait les utilisateurs. Mais on s'était dit, s'il y en a qui veulent quand même payer par carte, on ne va pas les en empêcher. Et donc, on avait une solution qu'on avait rachetée il y a quelques années qui s'appelait Braintree, qui était adaptée pour les grands comptes, les grandes entreprises. Mais on n'avait pas de solution clé en main qui avait et le paiement par carte et le paiement par PayPal tout en un. Et donc, c'est là où on a décidé de lancer en juin dernier en France PayPal Complete Payments. Et donc, comme le nom l'indique, c'est tous les paiements complets en un. Et donc, c'est quoi ? Donc, c'est aujourd'hui le paiement par PayPal, ça va de soi. C'est aussi le paiement par carte, mais encore une fois, intégré avec une seule solution technique. C'est aussi le paiement avec Apple Pay et Google Pay. Donc, tu vas me dire, Cyril, mais attends, Google Pay, Apple Pay, c'est pas des concurrents de PayPal ? Je dirais oui. Mais si le client, il préfère payer par Apple Pay ou Google Pay que par PayPal, nous, on est content d'apporter ces transactions aux e-commerçants. Et donc, mais comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que... Avec une seule intégration, donc vraiment une seule, tu as les boutons de PayPal, les boutons payés par carte, le bouton Apple Pay ou Google Pay, et ça c'est facile parce que quand tu es sur ton iPhone, sur iOS, tu vois qu'un bouton Apple Pay. Quand tu es sur ton Android, tu vois un bouton Google Pay. Donc tout est automatisé par notre technologie. Et encore une fois, le plus important, c'est la fluidité. Et pour le commerçant, ça ne coûte pas plus cher ? C'est exactement la même chose. C'est des transactions PayPal, tout clé en main. Et donc c'est paiement par carte, paiement par PayPal, paiement par des wallets, et aussi le tracking du colis, je vais y revenir, et la gestion de la fraude. Tout ça clé en main. Donc une seule intégration, des coûts centralisés et optimisés, et encore une fois, pas besoin de dev supplémentaires pour tout intégrer. Et pourquoi le suivi du colis, le tracking ? Parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le paiement, la logistique pour le e-commerce, c'est les deux jambes, si tu veux en fait. C'est bien de pouvoir payer, mais si ton colis n'arrive pas, c'est dommage. Et c'est bien aussi de pouvoir recevoir ton colis, mais si tu ne l'as pas acheté avant, pareil. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait de plus en plus de questions à PayPal via le service client de « il est où mon colis ? Quand est-ce qu'il arrive ? Pourquoi je ne l'ai pas reçu ou je ne l'ai pas reçu ? Je vais ouvrir une réclamation contre le e-commerçant. » Parce qu'il y a aussi des garanties, des assurances que PayPal propose par rapport à la livraison et au retour. Voilà, tout à fait. Nous, on a ce qu'on appelle la protection des achats ou des acheteurs, qui existe pareil depuis 1998, où un client qui ne reçoit pas son produit peut faire opposition grâce à PayPal à la transaction. Un client qui reçoit un produit qui est différent de ce qu'il a commandé ou qui est endommagé peut aussi utiliser PayPal pour la protection. Avec Complete Payment, la protection fonctionne aussi avec les autres moyens de paiement ? Alors, non, parce que ça, c'est un modèle économique un peu différent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on automatise et pour le e-commerçant et pour le consommateur le suivi du colis, puisque avant, le client devait appeler PayPal en disant « il est où mon colis ?» Nous, on devait appeler le e-commerçant en disant « il est où le colis ?» Et on renvoyait au client et il y avait cette boucle. Aujourd'hui, en fait, tout est préintégré grâce à PayPal Complete Payment, et donc ça permet au consommateur, dès qu'il va sur la transaction PayPal, de voir le suivi du colis, et comme ça, en fait, il ne va pas ouvrir un litige contre le e-commerçant si le colis est marqué en transit. Si le colis est marqué comme livré mais il ne l'a pas reçu, c'est là où la partie tiers de confiance de PayPal intervient, parce que parfois c'est le e-commerçant qui n'a pas réussi à bien le livrer, et il est responsable, mais bien souvent il est de bonne foi, lui la poste dit il est livré et il a payé la fourniture du produit, et le client ne l'a pas. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé où on a déposé le colis devant ta porte ou devant l'immeuble ou la porte du gardien et en fait il est parti, mais il est bien marqué livré. Et donc là, c'est PayPal qui intervient et qui rembourse le consommateur, mais pas aux dépens du e-commerçant. Et ça, on peut le voir parce qu'on a le tracking du colis qui est déjà préintégré. Donc ça permet quoi ? Donc tu diminues tout d'un coup le nombre de réclamations auprès des e-commerçants, donc ils peuvent se concentrer sur la vente et pas l'admin.
Deuxièmement, ça permet plus de visibilité et de communication avec le consommateur. Et troisièmement, encore, plus de fluidité au total et plus de tracking. Et donc ça, c'est vraiment, et encore une fois, on n'imaginait pas que ça pouvait fluidifier les transactions de paiement avec la logistique. Aujourd'hui, ce déploiement, il est en cours, comment on fait ? Alors, on l'a lancé, comme je disais, en juin. On l'a lancé en particulier avec un partenaire de longue date qui est PrestaShop. Et en fait, tous les e-commerçants qui sont déjà sur PrestaShop ou qui s'intègrent via PrestaShop auront, par défaut, PayPal Complete Payments. Donc, ils n'auront pas besoin de se dire, mais comment j'active la carte ? Est-ce que je dois contacter ma banque ? Faut que j'aille dans le back-office de PrestaShop ? Non, c'est activé par défaut. Pareil, encore une fois, pour les wallets et pour le tracking et le suivi de tout ce qui est fraude. Donc, tout ça clé en main grâce à PrestaShop. Et en fait, le but après, c'est pour éviter, parce que je te disais tout à l'heure, nous, on veut baisser les coûts aussi bien de totaux au niveau des transactions que les coûts d'intégration. Donc, c'est bien si on l'a intégré à PrestaShop, mais malheureusement pour PrestaShop, ils n'ont pas tous les e-commerçants, les futurs e-commerçants français. Donc nous, notre objectif pour le rendre facile pour les TPE, PME, c'est d'aller voir les autres plateformes qui fonctionnent et qui permettent aux e-commerçants français d'aller en ligne et de leur proposer de préintégrer PPCP pour que par défaut, ce soit plus un simple bouton PayPal quand ils intègrent PayPal, mais c'est toutes les solutions qui sont associées à PPCP. Et PPCP, si tu as ton Shopify, tu peux l'intégrer par toi-même ? Alors, pareil, en fait, encore une fois, c'est intégré. Alors, Shopify est un petit peu différent parce que je te parlais de PrestaShop, qui est une société française, donc on a vraiment une relation privilégiée. Shopify est géré aux États-Unis, donc eux, ils ont une intégration encore un peu différente. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand tu payes par carte sur Shopify en France, c'est du PayPal aussi. Mais c'est un peu comme le bourgeois gentilhomme, c'est tu payes par PayPal sans le savoir. Et aux États-Unis, de plus en plus aussi. Donc vraiment, encore une fois, l'objectif, c'est d'amener plus de solutions de paiement aux e-commerçants, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur plateforme technique. Est-ce que PPCP ou PayPal Complete Payment, c'est une innovation à l'initiative de PayPal France ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus global qui est finalement intégré dans l'écosystème français ? J'aurais voulu te dire que oui, c'est nous, mais non, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe parce que nous, on est assez vocal, comme je te le disais, je fais je prends mon bâton de pèlerin et je vends l'innovation française et start-up françaises. Et aux États-Unis, je leur dis, voilà, il y a besoin d'innover constamment. Et donc, en fait, c'est tous les pays avec des TPE, PME par milliers, par centaines de milliers, qui ont échangé avec les États-Unis et qui leur ont dit, écoutez, on veut une solution clé en main, PayPal Complete Payments, pour proposer tout aux TPE, PME sans qu'elles aient besoin d'aller voir 19 développeurs et 25 banques. Ok, donc là on est arrivé finalement à répondre à ces enjeux-là qui se déploient. On arrive un peu au terme de notre échange, Francis. Si tu avais un petit mot de la fin que tu voulais partager avec les auditeurs, quel serait-il ? Je pense que le mot clé, c'est optimisme, encore une fois. Même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, on sait que les entreprises françaises innovent, on l'a dit. On sait que PayPal est là pour innover, pour les accompagner, quels que soient leurs besoins. Et donc, je pense que même si l'inflation risque de repartir, comme on l'a dit, au deuxième semestre, même si il y a malheureusement une deuxième dissolution, même s'il y a des incertitudes constantes, il y a toujours des incertitudes. Encore une fois, on est mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Même pareil, moi, ce que je disais pour Trump, pour faire une mini déviation, en fait, il est imprévisible, mais au moins, maintenant, on prévoit son imprévisibilité. Alors, pour son premier mandat, c'était compliqué. Donc, le monde entier, la mondialisation, l'économie, macro, micro, tout ça c'est imprévisible, c'est incertain. Mais ce qu'on a vu avec l'innovation, avec le dynamisme français, c'est qu'elle s'adapte. Elle s'adapte constamment. Et en fait, je demanderais presque juste une chose, c'est qu'il y ait plus de médias qui soient comme toi, qui soient fiers de parler de ce que la France fait bien, plutôt que de mettre en avant ce que la France fait moins bien, parce que c'est ce qui rassure les entrepreneurs français et c'est ce qui met en avant leur force. Bon, écoute, merci pour ce mot de la fin, Francis. J'ai été ravi de pouvoir échanger avec toi sur des sujets qui sont finalement parfois un peu triviaux, mais que tu as réussi à rendre tout à fait intéressants et nécessaires, en fait. Il faut s'approprier tous ces sujets. Évidemment, du paiement, mais de façon plus globale de la vision avec laquelle l'économie fonctionne.
la consommation fonctionne. Je crois que tous les deux, on partage le verre à moitié plein. Ça va faire déjà une petite carafe à nous deux. Merci pour cet échange. Merci à vous autres auditeurs pour la... Comment dire le temps que vous passez à écouter, les messages que vous m'envoyez, votre assiduité à l'écoute, c'est toujours très touchant de voir la motivation que vous me portez sur les différents épisodes. Continuez, c'est toujours agréable. Merci à Comexposium et One to One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode, comme à tous les autres. Merci à Francis PayPal. On est dans les bureaux de PayPal. C'est... très agréable d'être reçu ici, rue de la Banque à Paris. Merci à toi. Je te dis à très bientôt pour continuer à échanger. Merci Cyril, tu viens quand tu veux. Une dernière question avant qu'on se laisse. Les auditeurs qui veulent entrer en contact avec toi, LinkedIn, c'est la meilleure façon de faire. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, c'est parfait. 24/7 sur LinkedIn. J'essaie de faire le service client constamment. C'est ma responsabilité, c'est mon plaisir de parler avec nos clients. Bon, écoute, merci beaucoup Francis. Et puis si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours passer par moi. Je ferai le nécessaire pour que votre demande arrive auprès de Francis. Je te dis à très bientôt. Merci Cyril.